Jean-Paul Montagnier, bonjour. Vous êtes Bonjour. sismologue à l'Institut de physique de Globe de Paris. Nous vous avons fait venir parce que le 23 janvier dernier, des chercheurs de l'Institut de recherche sur les séismes de l'Université de Tokyo ont annoncé qu'il y avait un risque de 70% pour qu'un tremblement de terre majeur se produise à Tokyo d'ici 4 ans. Alors sur quelle base se fonde ce diagnostic? Alors, c'est un petit peu compliqué dans la mesure où le tremblement de terre de mars 2011 était de magnitude énorme. Là, ce qui est prévu, c'est un séisme de magnitude quand même un peu plus faible, mais qui, s'il a lieu dans la ville de Tokyo ou dans la région de Tokyo, peut provoquer énormément de dégâts. On est à Alors, quelle pour magnitude? le magnitude prévu pour Hmm. celui-là, eh ben, il parlait d'un séisme de magnitude environ 7, donc qui est assez similaire au séisme, la magnitude du séisme de Kanto qui avait eu lieu à Tokyo en 1923. Alors pour arriver à ce type de conclusion, les chercheurs de l'ERI, l'Institut de recherche sur les tremblements de terre, ont regardé l'évolution de ce qu'on appelle la microsismicité, c'est-à-dire qu'en permanence, dans ces zones tectoniques actives, il y a des petits tremblements de terre qui sont enregistrés, même des très faibles magnitudes, sont enregistrés par tous les réseaux sismiques japonais. Et ces petits tremblements de terre, ils ont une répartition spatiale et temporelle qui varie au cours du temps. Et donc là, l'un des chercheurs de l'ERI a mis en évidence que la microsismicité, donc le nombre de ce petit tremblement de terre, a augmenté beaucoup après le gros tremblement de terre de Tohoku. Donc c'est vrai que ce genre de signe d'augmentation de la microsismicité, c'est un signe qui peut être un signe précurseur. Alors il faut être, comme je dis tout le temps, il faut être extrêmement modeste par rapport à ce genre de prédiction, c'est-à-dire que c'est un signe parmi d'autres, mais il n'y a pas de consensus absolu sur le fait qu'il va y avoir un tremblement de terre dans la région de Tokyo. On sait qu'il va y avoir un gros tremblement de terre dans la région de Tokyo, on le sait depuis très longtemps, mais cette augmentation de microsismicité conduit à définir une probabilité plus forte que précédemment, mais c'est vrai que ce n'est qu'une probabilité. C'est un peu comme la météo. Après une semaine, on sait très bien que les probabilités pour prédire correctement le temps sont extrêmement faibles. Là, si vous voulez, ils ont été échaudés par le tremblement de terre de Tohoku, donc je pense qu'ils essayent de prendre des précautions par rapport à ces prédictions. Mais c'est vrai que c'est une étude sérieuse, hein, il n'y a pas de raison de la remettre en cause. L'interprétation et les conséquences sont un peu moins sûres. Si cette prévision n'est pas fiable, pourquoi les chercheurs ont pris le risque de faire cette annonce, d'annoncer qu'un tremblement de terre pourrait survenir d'ici 4 ans? Alors ça, c'est une question extrêmement difficile parce qu'il faut bien voir que après le séisme de Tohoku, la communauté sismologique a été en partie critiquée puisque on attendait des très très gros séismes au Japon, ce que j'appelle des méga-séismes, mais plutôt sur la côte sud, entre Tokyo et Osaka et encore plus vers l'ouest. Il y a 3 zones sismiques qui avaient été identifiées, les zones de Tokai, Tonankai et Nankai, et c'est là où on attendait de très très gros tremblements de terre. C'est vrai que le risque sismique qui était défini pour la côte est était beaucoup plus faible puisqu'on attendait que le séisme de magnitude 8. Et donc si vous voulez, ils sont un peu trompés par rapport à ça, donc je pense qu'ils prennent certaines précautions et ils essayent quand même de prévenir les populations qu'il y a des risques importants de tremblements de terre. Alors il faut voir que ce qu'ils prédisent, c'est un tremblement de terre de magnitude 7. Alors, évidemment, c'est déjà énorme, mais c'est sans commune mesure avec le tremblement de terre de Tohoku. Il y a un facteur d'énergie d'à peu près 1000 entre les deux types de tremblements de terre. Mais comme je vous l'ai dit, le risque sismique est quand même extrêmement réel et important, puisque un séisme qui se produirait dans la région de Tokyo produira des dégâts forcément importants et probablement un nombre de victimes également important. Est-ce qu'aujourd'hui les sismologues sont en mesure de prédire et le lieu et la date d'un grand tremblement de terre? Euh, Tout dépend de l'échelle de temps et d'espace dont on parle. Alors, depuis que la théorie de la tectonique des plaques s'est imposée, on sait très bien, avec une fiabilité relativement grande, où vont se produire les tremblements de terre futurs. Donc ça, le lieu, on sait à peu près le lieu des gros tremblements de terre. En revanche, prédire le moment du tremblement de terre, c'est évidemment extrêmement difficile, sachant que entre deux tremblements de terre, il peut se produire un siècle ou quelques milliers d'années. Et ça, arriver à prédire un tremblement de terre à une échelle de temps que j'appelle l'échelle de temps des assurances, c'est-à-dire quelques jours, ça c'est à l'heure actuelle totalement impossible. Et donc, pour essayer de faire comprendre un peu la complexité de ce genre de phénomène, on
on prend souvent des expériences qui sont faites en physique. Alors, vous savez que les physiciens sont de grands joueurs et ils aiment bien jouer avec les tas de sable. Et alors ils ont mis au point des manips extrêmement simples où ils constituent un tas de sable en versant un à un des grains de sable en haut d'un tas de sable. Et au fur et à mesure que les grains de sable tombent sur le tas de sable augmente de taille et sa pente également augmente. Et il y a un moment où on atteint ce qu'on appelle une pente critique. Et cette pente critique fait que un grain de sable particulier va déclencher une petite avalanche sur le tas de sable. Mais là où on est incapable de prédire ces avalanches de sable, c'est que un grain de sable particulier va donner soit une petite, soit une grosse avalanche, parce que c'est une loi d'échelle, on est dans un phénomène critique, et donc c'est extrêmement difficile de savoir si un grain de sable particulier provoquera une petite ou une grosse avalanche. Donc on a fait beaucoup de progrès depuis un siècle, depuis en gros le tremblement de terre de San Francisco en 1906, donc on sait où auront lieu les tremblements de terre, on sait également définir des probabilités d'occurrence de gros tremblements de terre dans les décennies qui suivent, mais descendre à l'échelle, j'allais dire, sociétale, donc l'échelle de la semaine ou du jour, ça c'est actuellement absolument impossible. Depuis combien de temps Tokyo n'a pas connu de grands tremblements de terre? Alors le gros tremblement de terre dont on parle pour Tokyo, c'est le tremblement de terre de septembre 1923 qui avait fait plus de 100 000 victimes. Et ce tremblement de terre avait une magnitude de l'ordre de 7, donc à peu près ce qui est prédit pour celui-ci. Mais surtout ce qui avait rendu ce tremblement de terre encore plus catastrophique, c'est qu'il y avait eu énormément d'incendies et c'est les conséquences du tremblement de terre qui ont tué les gens autant que le tremblement de terre. On peut penser qu'à l'heure actuelle, avec tous les progrès qui ont été faits sur les systèmes d'alerte, sur le fait qu'on est capable, qu'on a des bâtiments qui résistent évidemment beaucoup mieux qu'il y a un peu moins d'un siècle au tremblement de terre, on peut espérer qu'à ce niveau-là, il y aura quand même moins de victimes qu'en 1923. Mais malgré tout, on sait très bien qu'on n'échappe pas à des destructions de bâtiments imprévues, à des catastrophes également imprévues. Là, je pense que le séisme de Tohoku est également un bon exemple qui montre à la fois que tout le système sismique, tout le système de surveillance a très bien fonctionné. C'est-à-dire que très rapidement, les Japonais ont détecté le tremblement de terre de Tohoku. Ils ont arrêté le gaz, les trains, même les centrales nucléaires. Mais ce qui n'était pas prévu, ils n'avaient pas prévu une telle magnitude, c'est qu'il y aurait une deuxième catastrophe qui est la conséquence du premier, c'est l'énorme tsunami avec des vagues beaucoup plus élevées que ce qui était prévu. Et puis surtout la troisième catastrophe qui est la catastrophe nucléaire. C'est-à-dire que bien qu'ils aient arrêté la centrale nucléaire, ils n'avaient pas prévu que le tsunami empêcherait que le système de refroidissement fonctionne sur un plus long terme. Donc là, on peut penser aussi que s'il y a un tremblement de terre à Tokyo, on ne peut pas exclure le fait qu'il puisse y avoir aussi bien que la population et la société soient préparées, on ne peut pas exclure le fait qu'il puisse y avoir des destructions et des événements imprévus. Vous avez parlé du grand séisme de l'année dernière, de mars 2011. Est-ce que depuis ce grand séisme, la sismicité au Japon a augmenté? Alors la sismicité au Japon, évidemment, après le tremblement de terre de Tohoku, a été extrêmement important dans toute cette région, puisqu'il y a tout le phénomène classique, j'allais dire, des répliques après un gros tremblement de terre. Donc depuis le mois de mars, on a énormément de petits tremblements de terre. Dire que pour les autres régions du Japon, il y a eu une augmentation significative, ça demande à être étudié beaucoup plus en détail et ce n'est pas encore vraiment avéré. Début avril, un navire de forage japonais va se rendre sur la faille qui a été à l'origine du tremblement de terre de mars 2011. Pourquoi faire ce genre de campagne océanographique un an après? Alors d'abord, il faut bien voir que faire une campagne océanographique, ça demande une infrastructure absolument énorme. Il se trouve que les Japonais sont à la pointe de tous ces problèmes d'instrumentation, à la fois à terre, avec des réseaux sismiques de surveillance et des réseaux géodésiques de surveillance extrêmement sophistiqués. Ils ont également les meilleurs bateaux océanographiques. Ils ont notamment un bateau qui s'appelle le Shikyu, qui est un bateau qui est capable de faire des forages dans la croûte océanique, donc par plusieurs milliers de mètres de fond d'océan, et donc ils peuvent creuser la croûte océanique, et donc ils ont vraiment tout ce qu'il faut. Ils ont également ce qu'on appelle des OBS, des Ocean Bottom Stations, donc des stations sismiques qui peuvent installer, qui peuvent fonctionner
au fond de l'océan. Alors pourquoi faire cette campagne océanographique? Alors déjà, il faut bien voir qu'il y a eu des campagnes de surveillance bathymétrique dans la région en 99, en 2004, également en 2011. L'idée, c'est d'aller voir au plus près ce qu'est une faille et qu'est-ce que c'est qu'une zone sismique. Et donc, ce qu'ils espèrent, c'est en faisant des forages, arriver au plus près de cette zone sismogénique et essayer de voir un petit peu comment elle est constituée, comment est-ce que ça a cassé, quel type de phénomènes physiques ou chimiques sont associés à cette rupture. Donc c'est extrêmement important de comprendre un tremblement de terre à la fois à l'échelle microscopique, donc l'échelle de la faille, donc quelques mètres et même quelques centimètres, et puis aussi comprendre l'ensemble du système de faille à l'échelle de plusieurs centaines de kilomètres. D'ailleurs, ça me donne l'occasion d'essayer d'expliquer aux gens pourquoi c'est compliqué de prédire les tremblements de terre. Parce qu'un tremblement de terre, c'est un phénomène qui dure quelques secondes, quelques minutes au niveau de la rupture. Les temps de récurrence, eux, se chiffrent en dizaines, centaines, voire plusieurs milliers d'années. Et donc, vous voyez que prédire quelque chose de très, très brusque, très brutal, alors que les échelles de temps sont gigantesques, c'est très difficile. De même, au niveau du tremblement de terre, au niveau des échelles spatiales, le lieu de rupture initiale, c'est un endroit particulier, mais pourquoi cet endroit plutôt qu'un autre? Ça, c'est extrêmement difficile à savoir. Et souvent, ça dépend de structures très locales qu'on ne connaît pas, puisque c'est à des échelles très faibles. Il faut bien voir que là, on est sous les océans et que finalement, la structure sous les océans est très difficile à étudier. Ils disent souvent que c'est plus difficile de mettre des instruments au fond de l'océan que d'en mettre sur la planète Mars. Et donc, c'est ça l'un des problèmes, c'est qu'on a besoin de comprendre ce problème qu'on appelle souvent multi-échelle, depuis l'échelle microscopique jusqu'à l'échelle macroscopique de la centaine ou le millier de kilomètres. Et donc c'est pour ça que c'est important d'aller voir à toutes les échelles comment fonctionne un tremblement de terre, comment fonctionne une faille, comment fonctionne un système tectonique complexe. Jean-Paul Montagnier, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.